Maria Salazar raconte l'histoire de Maria, une grande amie de ma famille, mais qui était à l'origine la femme de ménage de mes parents, que je connais depuis tout bébé, et j'ai grandi avec quelques anecdotes sur sa jeunesse au Portugal. Mais quelques années plus tard, en grandissant, j'ai réalisé qu'en fait, je connaissais rien à son histoire, rien à ce Portugal de Salazar, rien à cette dictature. Et, euh, et en fait, elle a accepté je l'ai questionné, elle a accepté de me confier son témoignage, de me raconter son histoire, qui est celle en fait d'un million, 1,5 million de Portugais arrivés donc dans les années 60, 70 et laissant derrière eux cette dictature de Salazar. Après, les riches témoignages de Maria et de son mari Manuel ne me permettaient pas d'être exhaustif sur ce sujet. Par exemple, ils n'ont pas connu les bidonvilles, ils sont arrivés sur le tard de cette immigration. Et moi, j'habitais Champigny à ce moment-là, Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, où justement il y avait eu l'un des plus grands, sinon le plus grand bidonville francilien. Donc c'était quelque chose qui m'importait. Et du coup, dans la BD, je me mets en scène et c'est mon personnage qui enquête sur le sujet et qui me permet justement d'aller aborder un peu tous les sujets, tous les différents sujets, en partant évidemment et en revenant régulièrement au témoignage de Maria. Mais donc c'est mon personnage qui se plonge dans les livres pour comprendre cette dictature, qui va dans les musées, voilà, qui interroge à droite à gauche mes amis aussi d'origine portugaise pour essayer de comprendre un petit peu les liens que tous ont avec leurs origines, tous différents d'ailleurs, des cas toujours différents. Et donc voilà, c'est mon personnage qui essaie de recoller un peu tous les morceaux du puzzle. Quand on réalise, un album dans son entièreté, à savoir le scénario, le dessin, c'est pas si simple en fait d'en calculer le temps de réalisation, parce qu'il y a surtout une phase qui est compliquée comme ça à quantifier, c'est celle de documentation, de recherche, de documentation, de rencontres sur ce sujet, etc. Et ça se fait parfois sur un temps long, en parallèle d'autres albums. Ce sont des lectures qui viennent au fil des mois, au fil des années, parfois compléter un projet qu'on mûrit depuis quelque temps. Et par contre, quand on se lance dans l'écriture, là, il y a une nouvelle phase de recherche où on va approfondir certains sujets, on va rencontrer certaines personnes en particulier, mais on a déjà effectué en général un travail assez conséquent. Alors c'est pas toujours le cas, des fois on commence presque à zéro à ce moment-là, mais en l'occurrence pour Maria Salazar, j'avais commencé à accumuler quand même pas mal de petites choses, et puis quand je m'y suis mis, là il y a eu presque en tout 2 ans et demi après de boulot, donc on peut presque voilà, c'est presque finalement 2 ans et demi, 3 ans de travail pour un album qui fait au final 130 pages. Mais alors ça reste le temps le plus long reste celui du dessin, mais il n'y a pas de routine. En fait, moi, j'adore retrouver à chaque album ces différentes phases, celle de recherche, celle d'écriture, celle de storyboard, puis après le dessin à chaque album. Pour moi, c'est un réel plaisir de retrouver ces différentes phases. Et donc, j'ai vraiment pas du tout cette notion de routine. Qui peut être une routine agréable, hein. Il y a certains dessinateurs qui heureusement ont plaisir à dessiner au quotidien, etc. Mais
Donc moi, j'estime avoir cette chance vraiment d'avoir toutes ces phases de travail vraiment, vraiment différentes, hein. Il y a quelque chose de particulier à cette dictature de Salazar, c'est sa durée, quasiment 50 ans. La génération de Maria et de son mari Manuel, celle donc de ce 1,5 million de Portugais arrivés en France dans les années 60, c'est une génération qui a grandi, qui a été éduquée sous cette dictature avec cette absence de liberté qui était normale. Ils ne pouvaient pas aspirer à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, hein, assez logiquement. Et donc ils ont rien connu d'autre. Et quand s'ils ont quitté le Portugal, c'est pas pour fuir cette dictature. C'est à part quelques rares qui quittaient plutôt les villes et qui avaient une conscience politique, mais sinon on parle là d'une immigration économique qui était en train de crever de faim dans les campagnes, souvent illettrés, ou alors quelques-uns qui craignaient la guerre, qui craignaient le long service militaire. En fait, ils fuyaient le long service militaire qui risquait de les envoyer dans les guerres de décolonisation au Mozambique, en Angola. Et donc ils sont arrivés en France sans aucune conscience politique, avec le désir surtout de se faire discret. D'ailleurs, on parle souvent de cette discrétion comme une valeur portugaise, une valeur qui continue d'entretenir encore aujourd'hui à leurs enfants, etc. Alors qu'en fait, on se rend compte que c'est une valeur de la dictature. Et c'est assez fou de se dire qu'une dictature qui s'installe, ça a des répercussions durant des décennies comme ça. Et donc ouais, il faut pas oublier que ce qu'est une dictature, avec toutes les absences de liberté que ça représente, et puis comment une dictature s'installe. Donc ça, voilà, les privations de liberté, privation de démocratie, c'est surtout, il faut évidemment comprendre les mécanismes et surtout toujours rappeler à l'occasion de ces anniversaires le caractère précieux, voilà, de ces libertés. Et alors évidemment, il est important de lutter contre toutes les discriminations, pour toujours plus de liberté, toujours plus de tolérance, mais il est aussi essentiel de ne pas oublier que ce qu'on a déjà acquis, ce qui nous semble déjà acquis, en fait, reste fragile et précieux. Voilà, je pense qu'il faut justement pas trop considérer toutes ces libertés comme acquises. C'est pas parce que nous, en France, depuis 2-3 générations, on vit dans la paix et avec des libertés toujours plus importantes, qu'il faut croire que c'est normal. Voilà. Non, il faut toujours lutter contre cet oubli, et donc c'est le rôle évidemment des historiens, mais des artistes aussi, et puis de tous les relais de la culture, les éditeurs, les libraires, les organisateurs de festivals et autres, tous ont ce rôle à jouer pour lutter contre l'oubli.